Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 17 de Dans le Mille. Ce soir, on a un invité, mais avant, comment ça va, Renaud? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien, j'ai très hâte d'y parler, fait Ouais. que, ben, sans attendre, Écoute, on va y aller, on va sauter direct dedans. Donc, Adi Kalakesh de Double Prospect, donc, tu es le directeur du scouting nord-américain. Comment ça va? ça va très très bien et toi? Ça va bien, merci. Merci d'être là ce soir. Ouais, Euh, avant de commencer, écoute, on s'est parlé un peu avant, mais pour ceux qui nous regardent et qui sont un petit peu moins familiers avec soit toi, soit Dover Prospect, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es rentré dans le scouting, puis un peu ce que tu fais, tes spécialités en ce moment? Ouais, donc ce que je fais en ce moment, c'est pas compliqué. Je suis directeur de l'unité nord-américaine là, chez Double Prospect. Double Prospect, c'est une grosse industrie, une industrie web de scouting là, du côté américain. On va souvent au repêchage, on a des représentants qui vont là-bas, puis tu sais, on fait des analyses de joueurs, on fait des palmarès, des top 100, des top 128 à la fin de l'année, tu sais, des choses comme ça. Puis ouais, on est une grosse, très très bonne équipe d'analystes puis de dépisteurs. On va souvent en game, puis on fait nos analyses. Mais pour moi, personnellement, comment je suis rentré dans le scouting, que j'ai tout le temps été un gros fan des esports. Tu sais, comme je suis rentré dans le hockey un peu tard, tu sais, comme 9 10 ans, c'est là que je l'ai découvert. Tu sais, comme enfants immigrants, comme on connaît pas trop ça, Ouais. tu sais, c'est tout nouveau, mais tu sais, j'ai commencé avec le soccer, puis tu sais, l'aspect tactique, l'aspect analytique du soccer, et on le sait tout, là, c'est avancé. Fait que, tu sais, comme quand j'ai découvert le hockey, cette transition-là était super le fun parce que c'est un sport qui est plus rapide, plus dynamique, plus amusant à regarder, mais tu as toujours les mêmes aspects tactiques spécifiques. Genre, les attributs des joueurs sont très particuliers. Fait comme je suis tombé en amour vite avec les mondiaux juniors, le Helenka Gretzky, ces tournois-là à comme Hmm. 10 11 ans. Puis ouais, j'ai commencé à réaliser que comme, tu sais, en parlant avec mes amis, tu sais, comme en regardant un match des Canadiens, je veux dire, je vais faire un commentaire sur comme un jeune joueur ou un espoir, faire comme Ah, check, son edge work est vraiment excellent, sa façon de protéger la rondelle, tu sais, il y a de la technique vraiment, tu sais, mais que mes amis me regardent, font comme De quoi tu parles, man? C'est là que j'ai réalisé qu'il y a comme une petite différence là. Fait que, ouais, après une couple d'années, comme, tu sais, à 18 19 ans, pendant la pandémie, j'ai fait comme, écoute, ma job de jour est en train de me drainer, puis j'ai envie de me lancer là-dedans, ça va être le fun. Fait que, je me suis mis là-dedans à fond, puis j'ai harcelé du monde jusqu'à temps que j'aie un poste, puis j'ai commencé à juste gravir les échelons, puis c'est allé assez vite, honnêtement, puis j'ai jamais regardé en arrière. C'est vraiment le fun, puis d'être directeur d'unité chez Double Prospect, ça vient avec ses atouts. Tu sais, tu peux regarder beaucoup Mhm. plus de games que, tu sais, comme j'étais avant, où est-ce qu'il fallait que j'aille sur des sites piratés puis tout ça. Comme Ouais. on a des vrais, tu sais, on a des vrais des sources de tape maintenant, ce qui rend la game encore plus facile. Puis ouais, je suis très content avec ce que je suis aujourd'hui. Puis les décisions que j'ai prises qui m'ont mené là. Fait que ouais. Moi, j'étais intrigué parce que je me rappelle, il y a peut-être un peu moins d'un an, il y avait eu une espèce de de petite guerre là, sur Twitter X. Comme quoi, justement, tu sais, il y avait du monde qui était plus de l'avis que c'était pas du scouting, vous étiez genre des amateurs, puis il y en a d'autres qui s'avouaient plus scout. Là, tu sais, il y avait comme un peu la guerre de comme scouting amateur vs juste analyste sur Twitter, mettons. Puis vous, de Double Prospect, vous êtes vraiment, justement, tu l'as dit, vous êtes reconnu, vous êtes officiel, vous avez vos sites pour regarder. Mais je me demande, en tant que directeur du scouting nord-américain, là, je veux savoir un peu, c'est quoi tes fonctions? Parce que, tu sais, mettons, si tu étais dans une équipe, on pourrait comprendre que tu gères les scouts qui vont regarder l'Amérique du Nord. Mais toi, en gros, là, c'est quoi un peu tes tâches? Là, tu sais, t'as des scouts en dessous de toi, tu dois les diriger. Comment ça marche, là? Ouais, donc je les guide par rapport à, tu sais, mettons, je vais envoyer, mettons, je vais entendre parler d'un joueur dans leur région. Tu sais, mettons un joueur de la LHMQ qui va apparaître, que comme, tu sais, moi, j'ai pas le temps de regarder parce que j'ai d'autres viewings, j'ai des tâches à gérer là, chez Double Prospect, mais tu sais, je peux déléguer à mes équipes, mais aussi je suis en contact constant avec eux. Je m'assure qu'on est sur la même page concernant le nombre de games qui sont regardés, le nombre de rapports de joueurs qui sont rentrés dans notre database, tu sais, des choses comme ça. Fait comme c'est principalement de gérer l'équipe dans le sens de s'assurer que tout le monde est sur la même page, que nos meetings sont bien gérés, qu'on sait tout, on est rendu sur quel joueur, de comme collecter les rankings individuels de chaque scout de chaque région pour avoir une bonne idée de où est-ce que mes scouts aussi sont sur
sais, mettons comment ils sentent par rapport à Raoul Ballard versus Maxime Massé ou Ryder Ritchie versus TJ Ginla dans la WHL, tu sais, des choses comme ça. C'est un contact constant, puis c'est une gestion aussi de comme, tu sais, c'est souvent moi qui va gérer comme le temps, l'heure des meetings, tu sais, on a des scouts en Finlande, j'en ai un qui est au Vietnam, fait que, tu sais, comme, ouais, tu sais, en termes de timing, là, tu sais, Vietnam, c'est 12 heures de différence, fait que, c'est pas facile de s'arranger un meeting de scout à comme 8, 9, 10, puis que tout le monde soit là, mais on s'arrange, ça fait partie de ma job, là. Ouais. Moi, je me demandais, en tant que scout, là, quand toi, tu regardes les games, peu importe quelle région que ce soit, est-ce que tu as un type de joueur qui vient un petit peu plus te chercher? Tu sais, pour ceux qui nous regardent, ils savent que moi, admettons, c'est vraiment un grinder, donc tu sais, un Owen Beck, un Sachin qui va travailler fort tout le long, qui va Ouais. faire plein de petites choses, ça, tu sais, sans nécessairement les mettre dans mon top 5. Tu sais, je sais que c'est pas les plus gros talents de leur draft, mais c'est vraiment le type de joueur que j'aime regarder jouer, puis qu'ils vont monter, en tout cas, plus haut que dans ma liste à cause de certains que de la liste d'autres personnes à cause de leur type de jeu. Toi, est-ce que tu as un joueur qui vient un petit peu plus te chercher? Ouais, absolument. Mon style de jeu préféré, je te dirais, c'est un joueur qui pense puis qui patine à la même vitesse, puis qui patine à cette vitesse-là élevée. Tu sais, comme, je pense justement à cette année, Luke Mesa, c'est un de mes préférés, parce que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Puis c'est pas un joueur, tu sais, comme, tu sais, tu vois souvent, tu sais, t'as des Michael Grabner qui vont avoir comme 5, 6, 7 échappés par match, puis qui en marquent aucune, parce que leurs mains sont juste pas, sont pas là, leur tête et leurs mains sont pas là avec leurs pieds, tu sais. Un joueur qui a cette cohésion-là entre entre ses mains, ses jambes, puis sa tête, là, je pense que c'est essentiel. Je pense à Misa, mais tu sais, t'as TJ Ginla qui est dans la même catégorie. C'est ça que j'allais dire, ouais. Ouais, tu sais, c'est ça. Tu sais, l'intensité, c'est le fun. L'intensité, c'est vraiment amusant. Puis, tu sais, comme c'est un atout essentiel dans la Ligue nationale, surtout, tu sais, comme si tu veux être un joueur complémentaire. Mais quand tu essaies de chercher les joueurs, tu sais, les joueurs d'élite, c'est tout ça, là. Ils pensent, ils patinent, puis ils bougent leurs mains à la même vitesse. Comme tout est cohésif. Puis c'est ce qui m'a fait aimer, par exemple, Zach Benson tellement l'année passée. Ouais. Parce que non seulement c'est un joueur travaillant, extrêmement combatif, mais c'est un joueur qui compense pour son déficit de taille et de force avec la technique presque parfaite, puis avec l'intelligence extrêmement avancée. Fait que, tu sais, mes coups de cœur, c'est tout ça. C'est des joueurs extrêmement intelligents qui sont capables de keep up avec leur tête en termes de ce qu'ils font sur la patinoire, entre leurs mains et leurs jambes. Fait quoi. Ben moi c'est ça, tu as parlé des guides là, puis moi souvent ce que je vais dire dans le podcast, c'est un peu la vitesse d'exécution, là. Ouais. Je trouve que des fois, même si justement le patin peut faire défaut, tu sais, on peut penser à, mettons, un Roi, surtout au début de la saison, qui était justement son patin, c'est pas le plus explosif, le plus rapide en ligne droite. Ouais. Sauf que il est capable de faire un jeu, puis d'avoir une vitesse de penser à ce jeu-là, ou de peut-être pas y penser justement, puis juste de le faire. Puis Egan là, ben, on pouvait le voir aussi juste au match des prospects de la CHL, à quel point justement il avait comme une vitesse de plus que les autres, juste dans son cerveau, là, même Ouais. si peut-être pas le plus rapide, mais ça passait. Puis là, bon, tu as parlé un peu du type de joueur, c'est ça, mais quand tu regardes, mettons, un match où est-ce qu'il y a juste un prospect, là, si on se dit que tu regardes juste un gars, ça va être quoi la caractéristique, à part justement la vitesse d'exécution? Y a-tu comme une caractéristique plus tapante à l'œil, tu sais, le coup de patin? Le premier truc, admettons, là, si je te dis d'aller checker Caden Lindstrom, là, whatever, puis tu l'as Ouais. jamais vu jouer, ça va être quoi un petit peu le premier truc que tu regardes chez lui, tu sais? Sa tête. Où est-ce qu'il regarde? Puis c'est quoi ses habitudes quand ça vient à aller chercher des rondelles, quand ça vient à, tu sais, avant de recevoir une passe, qu'est-ce qu'il fait avec sa tête? Parce qu'un joueur qui va regarder en bas, qui va regarder la puck, tu sais, d'abord et avant tout, puis se concentrer là-dessus, tu vas perdre vraiment beaucoup de vitesse d'exécution. C'est que, en fait, il faut que tu prennes le temps de regarder la puck, de la collecter, de t'assurer qu'elle est bien posée sur ta palette, puis là, ensuite, tu avais tes options. Tu sais, mettons, Juraj Slavkovski, le gros changement dans sa game cette année, c'est que, tu sais, il n'a pas besoin de regarder la puck autant. La première chose qu'il va faire quand il reçoit une passe, c'est va regarder autour de lui, voir qu'est-ce qui se passe. La première chose qu'il va faire quand il va aller collecter une rondelle, c'est regarder son adversaire, il est positionné comment pour placer son corps de façon bénéficiaire, pour s'assurer qu'il est capable de prendre. Tu sais, on appelle ça j'entends ça souvent dans le scouting, là, position avant possession. Fait que, tu sais, quand tu vas bagarrer pour une rondelle dans le coin, le positionnement physique de ton corps versus l'autre prend toujours importance sur la possession de la rondelle. Parce que si tu es capable d'établir ta position corporelle versus l'adversaire, à ce moment-là, la possession de la rondelle devient facile. Alors que si tu y vas juste pour aller chercher la puck,
tu te donnes pas d'avantage autant. Fait que, tu sais, comme, avec Lindstrom, c'est principalement ce qui me sort à la tête. Tu sais, c'est que c'est un joueur que non seulement il est énorme, puis il est physique, mais c'est un joueur qui, constamment, il va établir la position corporelle versus l'adversaire avant d'aller chercher la rondelle. C'est un joueur que, constamment, il scanne avant les réceptions de puck. Puis ça y prend pas longtemps d'aller de collecter une rondelle à faire un jeu. Puis tu sais, justement, je sais, je parle de Maxime Mancé, ça c'est un de mes. Ça, c'est un mes petits hicks avec lui, c'est que ça y prend quand même plus de temps d'aller de collecter une rondelle à faire un jeu. Fait que c'est comme ça, c'est un des trucs que je regarde principalement quand je regarde un espoir pour la première fois. Puis ça ajoute aussi l'aspect de justement quand tu sais, recevoir la POC, en tout cas des petits trucs que tu vois pas nécessairement quand tu regardes Mhm. ça vite vite, mais tu sais, recevoir la POC quand tu es immobile, ce Ouais. qui est souvent, ce qui arrive assez récurremment pour Maxime Massé versus arriver avec recevoir la POC en plein mouvement, ce qui est dans les matchs de Lindstrom, ce qui est impressionnant aussi, c'est Ouais. que malgré C'est sa taille, puis peut-être pas le plus rapide à cause de son gabarit, ben, quand il la reçoit, il est déjà en mouvement, fait qu'il y a déjà une longueur d'avance sur les autres joueurs. Ben, ouais, c'est ça. Lindstrom, c'est un de ceux que j'ai peut-être le plus regardé Ouais. tu sais, avec Callen, bien principalement, parce que, bon, c'est ça, nous, on a accès seulement CHL à CHL TV, TV. c'est notre grosse Fait que c'est spécialité, ça. là. Pour Ouais. l'instant, c'est sûr que nous, on va s'orienter de plus en plus vers tu sais, hockey féminin, on adore ça, on aime ça, regarder ça. Puis je pense que, en tout cas, pour les logiciels et tout, c'est sûr que c'est. Tu sais, tu l'as dit, mettons, Instat, c'est C'est peut-être 10 000 l'année. l'idéal, mais 10 000 l'année, je pense que c'est pas tout le monde qui peut C'est surtout se le ridicule, là. permettre. Même nous, Pas chez nous Double encore. Prospect, on a fait comme non, oublie ça, on fait plus ça. Fait qu'on Ouais, on a trouvé une autre option, puis tu sais, je pourrais vous en parler après l'émission, là, mais ouais, c'est certain. beaucoup plus Carrément. abordable. Puis, tu sais, comme si vous avez CHL TV plus ça, vous êtes good, là. Parce que la seule chose qu'ils n'ont pas à ce site web-là, c'est la CHL. Tout le reste, ils l'ont. Fait que, ouais. C'est ça. On Ben, ce qui s'arrange. est tough, surtout, c'est regarder États-Unis, mettons. Europe, à la limite, sur hockey, sur des sites, bon, il y a manière. Mais moi, justement, je veux parler d'un match qui s'est passé hier parce que ça impliquait beaucoup de prospects du Canadien. Mhm. Tu sais, déjà, juste trois. Tu avais, bon, c'est BU contre BC, le Boston College contre Boston University. Ouais. Puis, justement, je veux un peu juste ton opinion sur la game overall. On sait que BC a gagné 4-1. BU n'a pas été capable de fournir et bon, les gros canons de BC se sont présentés, là. Ouais. Mais je veux que tu commences par parler de Tuck parce que moi, comment je le vois, c'est un peu comme Struble. C'est comme des gars qui vont être allés jusqu'au max de leur éligibilité de la NCAA et qui sont un peu passés sous le radar. Tout le long que Struble était dans la NCAA, on n'en entendait pas parler ou très peu. C'était vraiment Harris qui prenait un peu le fame. Puis, ben là, en ce moment, c'est comme si on a le retour du ballon et c'est Struble que tout le monde voudrait garder pour 18 ans, alors qu'Harris, on l'échangerait contre un 7e round pick puis le monde serait heureux. C'est vraiment pas mon opinion, mais Ouais. je veux savoir qu'est-ce que tu penses de Tuck, parce que là, c'est sa première saison où est-ce qu'il est capable de vraiment fournir offensivement. Oui, il est souvent sur la première ligne avec Celebrini, mais qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? Est-ce que tu penses qu'il y a encore le même potentiel qu'il avait à son draft? Mhm. C'est quoi que tu vois? Puis même comparaison avec son frère, là, quasiment. Là. Ouais, tu sais, j'ai jamais été le plus gros fan de Luke Tuck parce qu'en fait, tu sais, par exemple, tu as mentionné Jaden Struble comme comparatif. Moi, je te dirais qu'avec Struble, depuis le début, t'avais le physique, oui, mais t'avais un aspect très, très détaillé, très spécifique de son jeu avec la rondelle qui faisait qu'il y avait le potentiel de devenir un joueur top 4, même peut-être top 3 en termes de défenseur là, au niveau de la Ligue nationale. Puis c'est son breakout game, là, son habileté à sortir la rondelle de sa Ouais. zone. J'ai jamais vu un joueur avec autant de composition et de calme en sortie de zone. Mhm. Je Mhm. te dirais c'est le meilleur chez le Canadien, incluant Mike Matheson à faire une passe en sortie de zone. T'sais, ça a toujours été là. Ça s'est juste amélioré pendant ses années avec Northeastern dans la NCAA. Avec Luke Tuck, le problème avec Luke Tuck, c'est qu'il a toujours été extrêmement linéaire. Des fois, j'ai l'impression qu'il ne sait pas que la patinoire est plus large que genre 5 pieds. T'sais. Comme, Ouais. il va rester dans la même lane pas mal tout le long quand il patine de haut en bas. Là, cette année, avec Celebrini, tu es obligé. Il va taper la palette sur la patinoire, faire comme yo, je suis là. Fait comme il n'y a pas le choix maintenant de faire des passes latérales. Mais justement, le fait qu'il est rendu péré avec Celebrini, ça le force à regarder ça. Puis je pense que ça, c'est en train d'unlock une partie de sa game qui n'a jamais été là. Fait comme ça, c'est le gros développement dans sa game cette année-ci, mais comme avec Luke Tuck, tu as un joueur qui a toujours été plus gros que la moyenne. Puis avec des joueurs comme ça, j'ai un peu d'hésitation parce que
sais, tu développes pas les avantages compétitifs que tu as, mettons, quand tu es 5 Ouais. pieds 10, tu joues une année au-dessus de toi, tu joues contre des gars qui sont plus gros, plus physiques, puis il faut que tu compenses pour quelque chose. Toc, il a jamais compensé physiquement. Il a toujours été le gars contre qui le Mhm. monde doit compenser. Tu sais, fait comme ça, c'est mon hésitation avec Toc, mais je comprends l'intérêt. Tu sais, c'est un joueur qui est. Avec les joueurs linéaires, ce qui est le fun, c'est. Puis je viens juste de finir d'écrire un article là-dessus qui va sortir lundi. Mais les joueurs linéaires comme Tuck, comme Jacky, c'est qu'ils n'ont pas d'adaptabilité, mais c'est bon dans un sens parce que quand tu es son coéquipier, tu sais exactement où est-ce qu'il va aller. Tu sais exactement Mhm. qu'est-ce qu'il va te faire. Tu sais, il est prévisible à la fois pour ses coéquipiers puis pour ses adversaires. Puis être prévisible pour Ouais, tes coéquipiers, effectivement. c'est utile parce que tu peux être un joueur complémentaire très très bon. Je pense que c'est ça qu'on va avoir de Tuck. Tu sais, au max, je vois un joueur comme, qui va jouer sur une troisième ligne comme joueur secondaire sur cette troisième ligne qui va principalement aller au net, sauter ses rebonds, des choses comme ça, faire des déviations. Une chose que aussi j'ai remarqué avec Tuck, c'est que ses déviations sont très très bonnes. Son hand-eye est très bon, il est capable de pogner, les pucks dans l'air comme vraiment très très bien. Mais tu sais, comme c'est pas un joueur que nécessairement tu lui fais confiance pour être le play driver de sa ligne. Fait comme justement, tu sais, si tu peux y trouver un joueur qui est bon playmaker, qui est bon en transition, qui est capable d'ouvrir le jeu latéralement, tu sais, justement, Celebrini, c'en est un, mais tu sais, au niveau de la Ligue nationale, t'en as plein. Tu sais, je mettrais même Jake Evans dans cette catégorie-là, d'un Mhm. joueur qui est bon à ouvrir le jeu latéralement, pour faire des passes latérales, puis tu sais, comme complexer le jeu un peu, tu sais, jouer aux échecs un peu. Je pense que ce serait très, très utile pour Tuck. Top 6, je suis pas vendu là-dessus du tout. Ça, c'est Ouais. clair. Puis mettons son coup de patin, parce que tu sais, moi, son frère, ce que j'aime beaucoup, c'est que des fois, je le vois un peu comme un Anderson. Ouais. euh, Peut-être un peu tu sais, meilleur, là, dans le sens qu'il y a quand même un potentiel, je veux dire, juste comme qu'est-ce qu'il a comme toolkit. Je trouve que c'est supérieur à ce qu'Henderson a. Mhm. Est-ce que Luke Tuck va être capable de répliquer qu'est-ce que son frère Alex fait? Ce serait vraiment incroyable, là. C'est Ouais. vraiment pas sûr encore, mais qu'est-ce que tu en penses de ça, son coup de patin? Parce que moi, en Luke Tuck, je me dis un peu, c'est à quelque part, s'il est capable de montrer à Kent Hughes que Henderson devient un peu dispensable, ça serait quasiment l'idéal, là, vu le contrat d'Henderson, puis vu à Mhm. quel point, tu sais, qu'est-ce qu'il amène. Qu'est-ce que tu penses de ça un peu, le substitutionner à Henderson? Ouais, je dirais que, tu sais, il y a clairement pas le coup de patin de Josh Anderson. Je pense que Anderson, en termes de vitesse puis de force dans son patin, il est Ouais. top 5 dans la ligue, facilement. Tu sais, versus Luke Tuck, un patin bon, mais pas nécessairement exceptionnel. Son accélération, je pense, c'est le plus gros problème. Tu sais, Mhm. il est capable de développer de la vitesse sur 20, 30, 40 pieds de patinoire, là, ça, il n'y a pas de problème, mais quand ça vient à passer de 0 à 100, tu sais, comme c'est pas nécessairement un joueur qui est capable de faire ça avec la plus grande accélération. Fait que, tu sais, comme, tu sais, la plupart du jeu dans la Ligue nationale, en termes de ce qui rend ton patin bon, c'est ton habilité à se séparer de tes adversaires. Toi qui est capable de se séparer de ses adversaires quand il prend la rondelle derrière son propre filet, puis, tu sais, à la Josh Anderson, il part, puis tout ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas le joueur le plus puissant en termes de force de patin en ce moment. Puis en plus, son accélération est juste à peu près correcte. Fait que tu sais, comme il y a des lacunes claires. Je te dirais que Luke Tuck, c'est un monstre. Là. Personne ne s'attendait à. Même moi, je ne m'attendais pas à ça de lui dans son aide de repêchage. Puis il est devenu un joueur qui a développé en ça. Mais tu sais, on parle d'un choix de première ronde dans Luke Tuck, alors que. Pardon, en Alex, Alex Alex, Tuck, alors c'est que ça. Luke OK. Tuck, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. OK, OK. Moi, Alex Tuck, je l'avais dans ma quatrième, cinquième ronde dans son aide de repêchage. Tu sais, c'est comme. T'as des lacunes claires, beaucoup plus claires avec Luke qu'avec Alex. Fait que, tu sais, comme. C'est une game différente, je te dirais. Ben oui, puis Alex, personne s'y attendait non plus. Même, c'est quoi, Minnesota qui l'avait repêché, qui l'ont envoyé à Vegas. Puis même Vegas, il s'en venait bon à Vegas, mais il était comme, OK, tu sais, il va C'est son plafonner à plafond. 40-50 points. Il l'envoie à Buffalo. Puis, tu sais, on dirait qu'à chaque fois, en tout cas, s'il fait un autre trade, il va devenir le meilleur joueur de la ligue, tu sais. Mais On verra. c'est comme un Tage Thompson aussi, là. Mettons qu'on pense à Mais, Buffalo, là. Ils sont Ouais. allés chercher. mais Tage, au moins, c'est ça, ils l'ont. Tu sais, c'est comme si Ouais. Vegas l'avait gardé. OK, vous avez fait un bon move, mais là, ils l'ont envoyé quand il était en ascension, en tout cas. Pour Ouais. parler d'un autre joueur qui était dans la game de hier, je pense que, en tout cas, consensus dans toutes les top 32, whatever, de tout le monde, c'est que Celebrini, c'est le numéro un. Puis on l'a vu aussi au World Junior, c'est un joueur qui est super impressionnant. On dirait que peu importe le rôle dans lequel tu le mets, il est Mhm. capable de le faire
presque à perfection. Tu sais, si tu as besoin que ce soit le gars qui vient, qui va te marquer tes gros buts, il est capable. Il a un maudit beau tir. Quand il le testait dans les games du début, un peu plus sur l'aile, à aider un peu les autres joueurs qui, eux, vont plus produire, il l'a fait à merveille. Ben Fait que, oui. tu sais, sa versatilité est vraiment incroyable. Moi, je voulais savoir, à ton avis, c'est quoi qui fait que Celebrini, c'est vraiment un numéro un clair? Puis, bien sûr, si tu trouves que c'est un numéro un clair. Ah, absolument. Puis je pense que c'est juste le fait qu'il est terrifiant. Tu le regardes aller, tu sais, je me mets dans la peau d'un défenseur qui va Celebrini attaquer en pente, juste shift après shift après shift. Tu sais, c'est un joueur qui est extrêmement, tu vas le voir très souvent dans sa game. C'est un joueur que, comme la plupart de ses buts, la plupart de ses points commencent en zone défensive. C'est des jeux de transition. C'est un joueur qui attaque le milieu avec férocité puis avec ferveur, comme c'est pas croyable. C'est un joueur qui est capable de te garder sur tes talons constamment en tant que défenseur. Puis ça, c'est comme je te dis, je mets dans la peau d'un défenseur là, qui fait face à Celebrini comme quotidiennement dans les CWA, puis je suis comme, ça doit être terrifiant de faire face à ça, là. Tu sais, comme, il t'attaque en rafale, là, constamment en transition. Il trouve toujours des façons d'obtenir des pucks en transition, que ce soit juste prendre la puck lui-même dans zone défensive, puis juste l'amener dans zone offensive lui-même, ou juste recevoir une passe en zone neutre, puis juste attaquer les pieds des défenseurs. Comme, je pense qu'il peut devenir un des meilleurs dans la Ligue nationale à faire ça. T'sais. En plus, tu parles d'un joueur qui a un tir foudroyant. Son tir du poignet est ridicule, mais son one-timer, il va jouer souvent sur le cercle droit là, à Boston University. Il va prendre des one-timers de là, puis c'est comme ça fait peur aussi, ça. Il est rendu beaucoup, beaucoup mieux. Tu sais, je l'ai beaucoup regardé l'année passée avec Chicago dans la USHL. Ouais. C'est un joueur qui était de pure transition, mais là, il a ajouté la facette du cycle offensif à son jeu. Il est capable de se séparer d'un check vraiment rapidement dans une offensive pour prendre un tir. Il est capable de jouer des give and go dans des espaces restreints. Il a des mains extrêmement solides. C'est un excellent passeur. Je pense que le toolkit offensif il est presque complet, si pas complet. Défensivement, je le vois toujours un peu, tu sais, comme il y a des moments où il va traîner ses pieds un peu, mais comme je le sais qu'il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il est juste très concentré sur l'offensive en ce moment. Mais comme quand il décide de s'impliquer défensivement, quand il décide d'aller dans une bagarre à un contre un le long de la bande, ou comme il y a déjà une bagarre qui se passe, puis il s'en va pour la joindre, son timing est excellent, sa technique est excellente. Il est extrêmement bon à lifter un bâton rapidement puis aller prendre la rondelle. Soutirer la rondelle à un joueur, c'est comme un de ses atouts très, 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 très bénéficiaires en zone défensive. Fait comme il y a les outils, puis il y a la connaissance. Il faut juste travailler sur la volonté, puis la constance. T'sais. Fait que même son seul, je te dirais, défaut, entre guillemets, il y a un gros astérisque là-dessus pour moi parce que je le sais que ça s'en vient avec le temps. C'est juste une question de temps. Fait que c'est comme joueur complet, puis je le mettrais pas dans la même catégorie que, comme les Bédards puis tout ça, là, mais comme, ouais, il est juste en dessous de ça, je te dirais. Mais tu vois quoi comme. Je veux pas parler de comparaison parce que je sais que la plupart du temps, ça va juste créer une plus Ouais, grosse discussion sur les réseaux, puis le monde va juste commencer à bâcher sur la comparaison. Là, mais ben oui. il y a beaucoup de monde qui parlait d'un peu un genre de Taze comme impact qui va amener de justement être capable d'être très responsable défensivement tout en étant capable d'amener à l'attaque. Puis on l'a vu un peu au World Junior, comme c'était le plus jeune de l'équipe Canada, puis ça a été Ouais. le meilleur attaquant offensif et quasiment défensif là, à la limite. Mhm. Mais moi, je me demande beaucoup avec Celebrini. Tu sais, je pense que c'est sûr qu'il sort numéro un. Puis là, en ce moment, il y a un jeune russe qui commence à monter tranquillement. Puis bon, même je dirais deux jeunes russes parce que t'en as un qui est très grand, puis t'en as un autre qui est pas autant grand. Mais tu sais, je me demande l'équipe qui va être, mettons, numéro 2 ou même numéro un, à quel point aller chercher un demi-dove serait peut-être plus avantageux pour cette équipe-là. Tu sais, mettons, je sais pas, je regarde tu sais, même Chicago, je pourrais me dire des mid-off pourraient peut-être être plus intéressants juste par l'aspect qu'ils ont déjà Bedard. C'est un peu qu'est-ce que tu vois là-dedans de qu'est-ce qui fait que Demidov est peut-être dernier, deuxième dans ta liste, mais pas de loin. Là. Tu sais, qu'est-ce qui te Ouais. ferait pencher plus pour Demidov si, mettons, là? Écoute, Demidov, de loin, a les meilleures mains du draft. Ce gars-là est ridicule en possession de la rondelle. Il est capable de sortir des situations les plus bizarres avec les feintes les plus imprévisibles que tu vas voir de ta vie. Puis il n'a pas peur. T'sais, il attaque des joueurs comme de face. T'sais, il se prend pas de côté. Il va pas genre filer la pression sur son dos et essayer de sortir. Non. Il tourne puis il t'attaque. Puis c'est comme. C'est tellement difficile de faire quelque chose contre ça. Mais tout le reste, je te dirais que il n'y a rien à part ça que Celebrini a. En fait, que Demidov a que Celebrini a pas. Ils ont le même profil défensivement
comme Demidov est très intelligent, puis très instinctif en termes de comme quand s'impliquer défensivement, puis il est capable de le faire, mais la constance de l'effort puis la volonté n'est pas autant là. C'est le même profil défensif. Celebrini, je te dirais, comme à peu près le même type de tireur que Demidov. Mais Celebrini est beaucoup plus intelligent avec son approche du jeu dans les 3 zones. Alors que Demidov, c'est encore un joueur junior, tu le vois. Comme son style est encore comme. C'est encore un joueur qui essaie de sortir, qui essaie de déjouer tout le monde sa patinoire d'une shot, puis aller marquer un but, du revers entre les jambes, whatever. C'est comme. Il est là pour le flash. Mais Celebrini, c'est un joueur mature puis complet avec le même profil offensif. Je dirais que c'est comme basically le même joueur, mais Celebrini est comme. On dirait qu'il est comme 3-4 mois en avance, en temps de son développement. Fait comme. Ouais, tu sais. Ils sont similaires, mais je dirais que comme il n'y a rien que tu vas avoir en Celebrini que tu ne vas pas avoir en Demidov. En plus, Celebrini, comme tu peux prendre un centre et le mettre à l'aile, c'est très difficile de faire de Demidov un centre. Fait comme au pire des cas, je dirais que Celebrini, c'est un excellent joueur à mettre à côté de Bedard, puis Demidov aussi. Mais comme tu as aussi l'option d'avoir Celebrini comme deuxième centre pour le reste, d'avoir Bedard puis Celebrini comme under-punch, que ça, pour moi, ça commence à rivaliser avec Crosby, Malkin, McDavid, Draisaitl. C'est le même type de sentiment que tu as de ce combo-là. Fait que, ouais, je te dirais que moi, il n'y a pas de doute. Même si j'adore Demidov puis deuxième sur mon palmarès, comme il est dans une catégorie à part pour moi, Celebrini. Ouais, puis c'est vraiment des points intéressants que tu t'amènes parce que c'est vraiment la même chose un peu que j'avais eu dans le sens où, tu sais, Demidov, sûr qu'il joue en Russie, fait que pas mal plus moins le voir que Celebrini, mais j'ai l'impression NHL en plus, c'est ça. c'est même pas. Ben, j'ai l'impression que Celebrini, ce qui le différencie vraiment du deuxième, c'est à quel point il est créatif, à quel point est-ce que justement à chaque fois ses entrées de zone, c'est pas la même chose. Tandis que Demidov, quand on voit un petit peu juste les highlights, quelques matchs, souvent les buts vont se ressembler. C'est sûr que c'est un joueur très versatile aussi, puis c'est pour ça qu'il est numéro 2, mais pas autant que Celebrini. Sauf que là, après, c'est qu'il y a l'aspect que, genre, justement, Demidov est en train de faire ce qu'il fait en MHL. Fait que peut-être que sa créativité a été moins poussée, tandis que Celebrini, cette année, soit il était créatif, puis comme tu disais, un peu overwhelming pour la défense, puis il utilisait tous ses atouts, puis il performait comme il performe en ce moment, ou bien s'il était unidimensionnel ou bien un peu moins créatif, il n'y aurait pas eu l'impact qu'il avait. Fait que peut-être que Demidov, c'est juste qu'il n'a pas eu encore été forcé justement d'aller chercher cette créativité-là pour que ce qu'il fait marche. Ouais, mais tu sais. C'est quoi, il y avait 4 minutes par jeu au début de la saison quand il jouait en KHL, je veux dire. C'est tout dans l'histoire. C'est tout dans l'histoire sans KHL. Mais je te dirais, en fait, les deux sont dans une situation historique en termes de production. Tu sais, comme Celebrini est en train de rivaliser avec Eichel, puis Fantilli, puis tous ces gars-là, en termes de production pour un joueur éligible pour le draft dans la NCAA. Puis Demidov, sa production en ce moment, tu sais, je pense qu'il y a comme 2,5 points par match dans ses 10 derniers, quelque chose comme ça dans la MHL. Il est revenu, puis il était comme, non, c'est ma ligue maintenant. Vous pouvez partir, là, c'est good. Fait comme, écoute, en ce moment, je pense que son total de points est plus élevé que celui de Kucherov dans la même année. Le point per game, Son match de 5 buts aussi, c'est. Oh ouais. C'est chaque but était absurde, là. Chaque but était ridicule. C'est ça que tu vas avoir de Demidov. La POC colle à sa palette. C'est comme si, justement, tantôt, tu parlais que justement les meilleures mains qui est capable de sortir de situations. Puis c'est comme si, je me rappelle un de ses buts, il reçoit une passe un peu mauvaise en dessous de la palette des autres, puis elle fait juste se coller, puis il réussit à passer en dessous. C'est juste comme, c'est impressionnant. Puis bon, pour la première fois, Grant McCagg est comme d'accord avec le consensus populaire sur Twitter. Yep. Fait qu'on va espérer que le Canadien aussi l'aime. Apparemment, il l'aime, mais ça sort peut-être de nulle part, là, cette rumeur-là. Comme d'habitude. Mais moi, ce que je veux parler un peu, c'est là, justement, McCagg aime Demidov. L'année passée, McCagg adorait Reinbacker, puis tout le long de l'année, il a dit à quel point Reinbacker, c'était le gars à pic, puis toutes les équipes de la Ligue nationale étaient bien d'accord qu'au 5e choix, c'était Reinbacker qui devait sortir. Puis l'année d'avant, McCagg était vendu Slavkovski, puis c'est Slav que le Canadien était allé repêcher. Fait que moi, je me dis, peut-être que ça va continuer, puis que McCagg va encore avoir eu raison de dire qui le Canadien va repêcher. Puis je me demande vraiment, là, si on faisait une comparaison Demidov-Michkov, qu'est-ce que toi, tu irais choisir comme joueur, premièrement? Puis on enlève la situation de contrat, là, même si, bon, c'est pas plus tant important, mais c'est quoi qui fait que, mettons, tu penses que justement le côté défensif de Demidov, mais
C'est quoi La tu pourrais différence, faire le comme edge. vraiment La différence. différence entre Ouais. les deux? Ouais, c'est pas le même joueur pantoute. Je te dirais, Michkov, c'est moins un joueur qui va essayer de faire des feintes à travers tout le monde. C'est plus un joueur qui va juste te marquer constamment des buts à comme 3 pieds autour du gardien. Ouais. C'est un joueur qui est extrêmement bon. Je sais pas jouer à NHL, là, mais close quarters, cette habilité-là qu'il y a dans. Ouais. Ouais, c'est ça qu'il y a. Il est capable il va constamment te marquer des buts à comme 3 pieds autour du filet. C'est vrai. Demidov, il a un tir extrêmement bon des cercles. C'est un joueur qui constamment va prendre des chances de l'extérieur. Même si Michkov, on le voyait comme essayer de tirer de comme la ligne de but, dans le coin à la Cole Caulfield un peu, mais comme à chaque shift. Ça, c'était Ouais. plus quand il était avec SKA, puis genre, il y avait comme 3-4 minutes de jeu, puis il était comme frustré. Tu le voyais. Avec Sochi, quand ça s'est calmé, on l'a vu sortir sortir de sa torpeur, puis comme commencer à vraiment comme savoir, tu joues différemment quand tu sais que tu vas être sur la patinoire dans comme 2 minutes après ton shift. Ouais. Versus comme quand tu sais que ça va être son seul shift de la période, t'es comme crime, faut que je la mette dedans, là, je suis en année de repêchage, tout ça. Demidov, j'ai jamais senti cette panique-là dans son jeu, même au niveau de la KHL. C'est un joueur plus complet défensif. Ses mains sont meilleures, son tir est moins bon. Mais sa fabrication de jeu et sa vision, je dirais, sont à peu près égales à Michkov. Pour moi, personnellement, je donne une longueur d'avance à Demidov, mais pas de loin. Pour moi, c'est le joueur que je préfère des deux, puis c'est le joueur que je préférais des deux l'année passée. OK. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Puis, je te dirais, comme l'aspect russe, là, je trouve qu'il est exagéré et ça n'a pas d'allure. Je ne peux pas te nommer la dernière fois qu'un joueur russe qui a été repêché en première ronde a décidé de ne pas venir. Comme, je peux t'en nommer un qui a boss, t'as Neil Yakupov qui a comme pas Ouais. fonctionné, mais c'est pas qu'il a pas essayé, c'est pas qu'il a refusé de venir à la Ligue nationale, c'est juste qu'il a pas fonctionné. Fait comme, ce problème-là, surtout avec ce qui vient de se passer avec Connor Gauthier, je te dirais qu'il y a plus de risque avec la Oui, c'est ça. NCAA que la J'allais dire Russie. NCAA, c'est plus dangereux que la C'est Russie. ça. Fait comme, moi, j'ai aucun problème avec les Canadiens après Demidov. Comme je dis, c'est mon deuxième joueur dans mon palmarès. Je pense que c'est le deuxième meilleur joueur de ce draft en termes de upside, en termes de potentiel pur. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui, à part peut-être Zane Parek, qui compare à lui en termes de comme upside pur. Là. Fait que, c'est le choix du Canadien, je sais pas, à 6e, 7e étoile au total, parce que les autres équipes sont encore dans la mindset que, c'est la Russie, il faut avoir peur. Moi, je ris, là. C'est comme. Si Mishkov a pu dropper à 7e au total l'année passée, je serais pas surpris que Demidov drop à 6e, 7e cette année-là. Ce serait pas surprenant. Puis, déjà, tu as mentionné Zane Perek, ça, j'aimerais ça y revenir un petit peu plus tard. J'ai vu justement que tu l'as mis 3e. Je pense que c'était celui qui l'a mis le plus haut que Ouais. j'ai vu. Mais pour Ouais. rester dans l'aspect un peu canadien, c'est sûr que Demidov, idéalement, si tu me dis n'importe qui que tu peux avoir dans le draft, mais tu n'as pas le first overall, même si le Canadien choisissait 2e, je serais très, très, très content avec Demidov. Mais quand on regarde l'aspect que justement le Canadien a plus de chances de pick autour de 6, 7, 8, est-ce que tu as un joueur qui te vient en tête qui justement matcherait vraiment bien avec l'équipe? Tu sais, je sais que Grant McCagg avait parlé de Demidov, oui, mais il avait aussi parlé de potentiellement comment Caden Lidstrom pourrait vraiment taper dans l'œil du Canadien, comment ça pourrait bien Absolument. fitter, toi. As-tu un joueur que tu vois bien fitter avec le Canadien dans ce coin-là? Absolument. Puis ce qui est vraiment le fun pour les équipes qui vont repêcher entre 2 et 10, c'est que tu peux les mettre dans n'importe quel ordre ces 8 ou 9-là, là, puis je serais à l'aise avec. C'est un range qui est très, très proche l'un de l'autre. Fait que pour moi, à deuxième, j'ai Demidov, troisième, Parek, quatrième, Ziv Bouillum, cinquième, Caden Lindstrom. Si le Canadien peut sortir de ce draft avec n'importe qui de ces 5-là, je suis extrêmement content en tant que fan de l'équipe. Lindstrom, il y a aussi, c'est un gros joueur qui joue physique, mais c'est pas un joueur qui se fie là-dessus. C'est un joueur qui a grandi vite en peu de temps, puis que, tôt dans sa carrière, a développé les bons outils pour pouvoir comme grandir et être meilleur à faire ça. Donc, pour moi, Lindstrom, si c'est possible, je pense pas qu'il va être disponible. Je pense qu'il va être repêché dans le top 3, mais s'il est dispo, saute là-dessus aussi. J'ai aucun problème avec. Mais en termes de fit avec les Canadiens, je dirais Zane Parek, pour moi, il est meilleur que Reinbacker, il est meilleur que Mailloux, il est meilleur que Barron en termes d'upside. Pour moi, tu peux voir un chemin très très clair pour lui sur ton top 2. Je te dirais, ça dépend de où est-ce que Lane Hudson finit. Moi, je te dirais une deuxième paire de Hudson, Reinbacker, puis tu mets genre Gouli, Parek comme première paire. T'es seté, là. T'es seté en tabarnouche. Fait comme, Ah ouais.
aucun problème avec ce pick-là si c'est le choix du Canadien. On va en parler plus en détail, là, mais Perek, pour moi, c'est le meilleur défenseur de ce draft en termes de potentiel. Ah ben c'est ça, on va s'en parler. Puis Rentrons dedans. mais moi, je veux quand même prendre une petite pause avant là, parce qu'on parlait de Lindstrom, puis là, c'est ça. Je vois le temps avancer. J'essaie de trouver la manière de parler le plus possible de ce qu'on veut parler Ouais. sans empêcher de partir dans d'autres sujets. Là. Mais moi, ce que j'aime beaucoup de Bob McKenzie, c'est qu'il va consulter des scouts, puis quand il sort une liste, sincèrement, la plupart du temps, je pense de base, ça fait comme depuis qu'il a commencé sa liste que le numéro 1, il l'a. Donc, quand c'était Slavkovski, il l'avait guessé que c'était Slav parce qu'il a les informations. Donc, on sait que lui, quand il sort une liste, c'est pas son opinion, c'est vraiment ce qu'il est allé recueillir comme information. Puis Ouais. là, on l'a vu dans la liste que Demidov, il est 6e, Lindstrom est 5e, puis qu'autour de 7-8, bon, tu as Dickinson puis Elenius. Mhm. Parek est 9e, by the way. Silaev, pour lui, pour eux, c'est le numéro 1. Donc, ce que ça m'encourage de voir cette liste-là, c'est justement que Lindstrom, Demidov, puis Elenius, qui est un Dans autre le gars que coin. j'aime beaucoup, mais que j'ai des questions à propos de lui plus tard. Mais, tu sais, Mhm. je me demande à quel point, si, mettons, justement, un de ces 5-là que tu as nommé plus tôt, ou un mettons, du top 5 de Bob McKenzie n'est plus là, on entend beaucoup de trader ce pick-là du Canadien, puis d'aller chercher peut-être un joueur un peu de faire comme Ottawa. Moi, je suis vraiment pas d'accord parce que je pense que ça viendrait plus nous tirer dans le pied qu'autre chose. Ouais. Mais tu sais, je me demande un peu, c'est ça. Qu'est-ce qui viendrait balancer que toi, tu serais d'accord avec justement, peut-être même trade-up pour aller chercher un Lindstrom parce qu'il y a tellement le gabarit puis le style de joueur qu'une équipe va faire dans le top 3. Tu peux pas manquer à quelque part en ce moment, en 2024, sur Ben lui. oui. On le sait pas le plus tard. Mais à quel point toi, tu irais justement peut-être même vendre un peu de tes jeunes pour aller avancer pour ne pas te ramasser à aller chercher peut-être un joueur offensif moins haut? Ou est-ce que, mettons, Ouais. un gars comme Boyum ou Dickinson viendrait te chercher, même si Boyum il est gaucher, là, mais. Ouais, non, absolument. Comme je te dis, là, entre 2 puis 10, pour moi, c'est. Entre 2 puis 9, là, c'est vraiment c'est le même range de joueurs. C'est toute une. C'est une cote de joueurs pour moi. C'est comme la même qualité en termes d'upside, en termes de certitude de joueurs. Fait que comme est-ce que je vendrais la banque pour monter de 2 spots dans ce range-là? Pas du tout. Mais comme ça dépend du coup, ça dépend de ce que tu donnes, ça dépend de, tu sais, mettons, je l'adore, Herbert Jacquet, mais tu sais, je vois pas un spot Ouais. pour lui dans l'équipe, surtout comme elle est bâtie en ce moment, qui ferait du sens long terme. Fait que tu sais, comme si une équipe, si, mettons, le Canadien repêche 7e, puis une équipe que te donne le troisième choix au total pour ton 7e plus Jacquet, moi, je fais ça demain, là. Tu sais, comme, il y a quand même une différence. C'est surtout si, moi, je suis sûr, là, à 100% que Lindstrom va être parti d'ici 3e au total. Je serais extrêmement surpris qu'il passe ce range-là. Les équipes l'adorent de ce que j'entends, puis ça semble être exactement le type de joueur qui se fait repêcher tôt. Fait que, comme, si t'es capable, Ouais. tu sais, pour moi, tu sais, ça dépend vraiment, mais je le sais que le Canadien ne repêchera pas Parek. C'est pas le style de joueur pour lequel ils vont d'habitude. Lindstrom est exactement dans leur type de joueur qu'ils vont aller repêcher. Sinon, t'as genre, je pense, Michael Bransack Newgard, Liam Mhm. Greentree, peut-être même qu'ils vont pour Cole Eiserman, dépendant de où est-ce qu'ils repêchent. Tu sais, comme, je sais pas, mais tu sais, pour moi, je pense pas que, tu sais, à moins que le prix soit bon, je le ferais pas parce que, comme je te dis, de 2 à 9, c'est pas mal le même. Tu pourrais le mettre dans n'importe quel autre, puis je serais correct. Donc, il n'y a pas une assez grande différence que ça vaut la peine. Moi, je veux te donner justement la chance de rentrer plus en détail sur pourquoi est-ce que tu aimes Perrick. Fait que j'utiliserai la comparaison au début de la saison, quand justement on regarde des top 10 qui étaient faits trop tôt, là, tu sais, comme on se parlait juste avant le podcast. euh, Ils avait un défenseur, Sam Dickinson, qu'on voyait être souvent, moi j'ai vu des listes qu'il mettait dans le top 3. Puis même Ouais. encore, quand on regarde McKenzie, il est 7e, puis Perrick est 9e. Fait que moi, un peu, comment je vois les deux, c'est que Dickinson est très, très intelligent défensivement, mais que c'est un joueur qui est assez safe. Un peu l'expression genre what you see is what you get. Ouais. Donc, dans le sens, c'est un gars qui ne va pas t'amener des trucs incroyables dans tous les aspects de la glace, mais ce qu'il fait bien, il le fait extrêmement bien, puis assez Ouais. bien pour que justement, il y ait beaucoup de monde qui le mette dans le top 10. Tandis que Zen Parek, son jeu, est vraiment pas dans sa forme finale. On voit un Ouais. peu les flashs excellents de tout ce qu'il peut faire. Tu sais, en offense, il y a des l'offense, je pense que c'est la partie qui maîtrise le mieux, là, mais tu sais, Mhm. c'est incroyable ce qu'il peut faire. Puis en défense, c'est sûr qu'il y a des games où c'est un petit peu plus tough, mais il y a des games où justement, il montre à quel point est-ce que ça peut être two-way. Fait que, tu sais, moi,
sur la base de cette comparaison-là, j'aimerais juste un peu que tu expliques pourquoi est-ce que pour toi, est-ce que paraît que c'est clairement le meilleur défenseur du draft over des gars comme justement Sam Dickinson. Ouais, tu sais, la façon dont je les compare, j'ai souvent dit ça à mes scouts. Dickinson, c'est un pâté chinois. C'est 3 ingrédients simples, mais ça te remplit puis t'as pas faim à la fin. Ouais. Parak, c'est plus. C'est un repas genre 5 étoiles à un restaurant Michelin. C'est comme. Il y a de la précision, il y a de la saveur, il y a comme. Il y a tellement de beauté dans ce qu'il fait, mais à la fin, t'as encore faim des fois. Fait que tu sais, comme. Pour moi, je sais très bien que Parak peut développer son jeu à un point que, comme on parle de potentiellement un joueur de 1 point par match en termes de défenseur dans la Ligue nationale. Si je me rappelle bien, il y a 20 points dans ses 10 derniers pour les amateurs de hockey DB et de League Prospects, mais comme tu regardes son jeu sur la patinoire, là, c'est ridicule à quel point il est calme avec la rondelle. C'est ridicule à quel point il est capable de trouver des lignes de passe que personne d'autre voit. Il y a des mains absurdes. La façon qu'il manipule des joueurs à partir de la ligne bleue, comme il va manipuler le défenseur devant le filet juste en fakeant une shot d'une façon très très spécifique de la ligne bleue. C'est comme il y a un contrôle sur tout ce qui se passe autour de lui offensivement qui est absurde. Puis je pense que ces lacunes défensives ont été exagérées. C'est un joueur que j'ai regardé beaucoup l'année passée aussi. L'année passée, clairement, il y avait un problème avec sa défense. Au fil de la dernière année, là, c'est un joueur qui a grandement amélioré sa capacité à rester avec le jeu mentalement, qui a amélioré son physique, puis qui est rendu beaucoup plus constant avec sa volonté de s'impliquer dans des bagarres le long de la bande, derrière son filet. Fait comme j'adore ce que Parak amène à la game, puis je pense que comme en termes d'upside, en termes de potentiel, t'as beaucoup plus avec Parak qu'avec Dickinson, mais que je sais que Dickinson va être choisi en premier parce que, comme tu dis, c'est un joueur tellement safe, puis je te dirais que c'est le meilleur joueur défensif de ce draft. Comme pure défense, là, en termes d'habilité à ça. Je l'ai vu faire 18 interventions défensives dans une période. Tu sais, ce gars-là, c'est ridicule comment il est bon défensivement, mais je le sais qu'il y a du upside. Il est capable de distribuer la rondelle sur des longues distances, mais je ne suis pas vendu sur sa capacité à mettre des points comme Parak, alors que je suis assez confiant dans l'habilité de Parak de devenir un joueur au moins compétent défensivement. Parce qu'il est déjà relativement. Il y a quelques tweaks à faire, mais il est bon, là. Fait quoi? Puis là, on n'a pas parlé des 2 premiers défenseurs sur la liste de Bob McKenzie. Puis je veux t'en parler parce que c'est des gars qu'au début de la saison, même il y en a un qui était avant la saison, là, mais tu sais, Silayev, il a commencé la saison avec quasiment 1 point par match en KHL. Puis le monde, même McCagg, il le voyait numéro 1, puis il voyait comme le Zdeno Chara encore plus offensif. Puis tu sais, comme. Puis là, en ce moment, bon, ça s'est ralenti offensivement, mais il est toujours numéro 2. Puis ça m'étonnerait pas que lui non plus, il sorte dans le top 3 justement parce que il y a tellement. Tu sais, on l'a vu l'année passée avec Arizona qui sont allés chercher Daniel But, l'attaquant, là, mais là, pourquoi Dimitri Sibachev. oui, c'est ça, Simachev, mais Silayev, c'est comme peut-être encore meilleur, encore plus, avec un plafond encore plus élevé, puis en plus, ben, il joue dans une organisation qui laisse les jeunes jouer, donc c'est parfait pour lui, là. Mais Silayev, Levchunov, je suis intéressé de t'entendre parler parce que c'est comme si Levchunov, en ce moment, il passait un peu en dessous du radar. Il est over 1 point par match dans la NCAA à sa première année. C'est un Biélorusse ou un Bulgare, là. Biélorusse. Ouais, exact. Biélorusse, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de lui? Pourquoi il est numéro 3 sur la liste de McKenzie, mais on n'en entend pas parler tant que ça? Puis même ce que je vois sur Twitter, des fois, c'est le monde, ils sont un peu en train de le bâcher. Puis qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? Écoute, je pourrais en parler pendant 20 minutes. Fait que je vais essayer de me garder une réserve. Mais avec Levchunov, tu parles d'un joueur qui a des outils extrêmement intéressants. Il est vraiment bon en termes de son utilisation de crossover puis son habilité à développer de la vitesse en transition, même en patinant de côté, là, en faisant face à la rondelle, en patinant de côté en transition. Excellent. Son tir est foudroyant. C'est un gros tir qui a de la pointe. C'est un bon joueur en termes de son physique aussi. C'est un joueur qui s'implique le long des bagarres, dans les bagarres le long de la bande, puis il s'en sort d'habitude avec la rondelle. Mon problème avec Levchunov, c'est que c'est pas un joueur qui a vraiment du calme à un point qui est capable de faire un jeu sous pression. Puis là, en ce moment, quand il y a le temps, quand il y a l'espace, il est capable de faire une passe, il est capable de sortir d'une situation là, de transition défensive assez bien, mais
dès qu'il est pressé, surtout quand il y a dos au jeu, il me rappelle un peu Barron dans ce sens-là. Justin Barron, c'est le même problème. C'est que c'est un joueur que dès qu'il est dos au jeu, dès qu'il n'y a pas de l'espace, dès qu'il n'y a pas du temps, il perd la rondelle. Fait comme, tu sais, je l'ai vu faire 3, même à 3 contre 3 en prolongation, là, je l'ai vu faire 3 revirements dans le même shift pour 3 échappées contre Trey Augustine. Puis si c'était pas pour Trey Augustine, la game serait finie, tu sais. C'est des situations comme ça. C'est pas un joueur nécessairement que je te dirais qui a un calme avec la rondelle. Mais je comprends en même temps parce qu'il y a même pas 1 an et demi, il jouait en U16 en Biélorussie. Là. C'est pas la même game. Là. Ouais. Non, c'est différent. Fait que je sais pas à quel point il est capable de développer ça, mais c'est pour ça que je l'ai 9e au total. C'est parce que il y a une longueur. En fait, il est derrière un peu la compétition. Tu sais, je regarde les restes des défenseurs que j'ai devant lui. Là, j'ai Dickinson, Bouillum, puis Parek. On parle de 3 défenseurs qui sont très, très calmes en sortie de zone, qui sont capables de faire des jeux sous pression. Puis c'est un peu le même problème que Silaev, mais plus offensivement. Tu sais, défensivement, il y a vraiment beaucoup de compétences. Là. Je te dirais que comme il y a le potentiel pour être le meilleur fermeur de gap dans la Ligue nationale ou dans le monde du hockey à son potentiel. Ouais. Tu sais, être grand de même, patiner de même, c'est pas juste. C'est juste pas juste. Ouais, c'est ça. Mais je te dirais que c'est un autre joueur qui panique beaucoup quand il est pressé, mettons, à la ligne bleue. C'est un joueur qui va tirer par défaut, pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais pour se débarrasser de la rondelle. C'est pas un joueur qui va penser en avant, avant de recevoir la puck, c'est quoi mon prochain jeu. Fait que Silaev, là, c'est un joueur qui joue top 4 dans la KHL en ce moment. Là. C'est une ligue différente maintenant, la KHL. Puis je sais que les points étaient intéressants au début de la saison. Moi, j'étais plus intéressé par son jeu après que les points ont arrêté de venir. Parce que quand les points venaient, moi, je voyais beaucoup plus de lacunes, puis il était 20e dans le palmarès. Là, il est rendu 13e. Puis ça, c'est depuis que les points ont arrêté, parce qu'en regardant les games, tu vois que comme c'est plus que les points. Là. Il est capable de faire des choses un peu plus de façon compétente. Puis tu vois qu'il a amélioré sa tendance à juste lancer la rondelle par défaut. Il l'a amélioré depuis que les points ont arrêté. Fait comme c'est pas ça qu'il est monté, mais je suis pas dans la catégorie de c'est le meilleur défenseur du draft. Je sais que si Arizona repêche premier au total, il repêche, il n'y a pas de question. Il adore leur grand gars, mais il y a plus à la. C'est ça. Puis il y a plus à la game qu'être gros pour moi. Puis comme. Je veux voir un peu plus de complexité offensive de Silaev avant que je le mette dans la catégorie des Dickinson, Bouillum, Parek. Pour moi, c'est une game différente, ces gars-là. Ah oui, puis surtout avec les lacunes que tu dis sur lui, c'est vraiment des trucs que peut-être en KHL, ça paraît, mais quand il va arriver en LNH, si tu arrives et tu tires par défaut ou bien tu n'es pas bon sous pression, c'est vraiment le type de truc où tu te fais complètement Tu te fais manger. ramasser, oui, absolument. Pour un peu conclure, là, parce que, écoute, comme je l'ai dit, on pourrait parler, écoute, 4 heures avec toi de tous les prospects, là, aller voir en fond, puis écoute, peut-être qu'éventuellement faire un autre épisode plus proche du draft, ça pourrait être super Bien sûr, intéressant. bien sûr. Mais je voulais finir par une question un peu euh, simple sur. Je pense qu'il y en a un des 3 que je peux quand même deviner. Mais ce serait quoi un peu, genre tes top 3 coups de cœur du repêchage fait que de 2024? Fait que pas tes joueurs pas ton top 3, mais des joueurs que tu aimes beaucoup, qui sont vraiment venus te chercher. Ouais, j'ai mentionné tantôt Luke Misa, c'en est un. C'est un joueur que j'adore regarder, puis comme chaque fois que je regarde, je suis comme, voyons, pourquoi il est 67e sur les rankings de Bob McKenzie? Je comprends pas, il y a tellement de choses qu'il fait bien. Je mettrais Tarek Parasak aussi dans cette catégorie-là. Je le sais que son patin est horrible, on va pas se mentir. C'est pas un bon patineur. Mais il me rappelle tellement Nick Suzuki dans son année de repêchage. J'arrête pas de repenser à ça chaque fois que je le regarde. Je l'ai vu faire des passes d'une touche dans la ligne de patin d'un joueur, d'un coéquipier pour qu'il aille la chercher dans un espace pour aller en échapper. Comme, il est extrêmement intelligent puis il comprend le jeu très bien. Puis ça, j'adore ça. Puis un autre, je te dirais, très très récent, mais Alphonse Frey, un défenseur gaucher en Suède. Il joue avec Leo Salin Valenius, qui a reçu beaucoup de praise au début de l'année. Je sais qu'il apparaît dans la première ronde sur, je pense, le palmarès de Corey Pronman ou un des gars de l'Athletic. Mais Alphonse Frey, pour moi, là, c'est le meilleur des deux. Puis, on parle d'un défenseur gaucher mobile, capable de faire des jeux en transition, mais aussi il y a le patin qu'il utilise défensivement. Puis, évidemment, je l'ai 4e au total, Ziv Bouillum. C'est pour moi mon coup de cœur de ce draft. Il n'y a rien qui fait que je suis capable de nommer comme étant un défaut. Même son jeu défensif. J'ai regardé l'an passé là, avec l'NTDP. C'était le meilleur joueur défensif de cette équipe-là. Ouais. Fait que ça, c'est encore là. Je pense qu'il a juste commencé à se concentrer purement sur l'offensive cette année. Puis il a les meilleurs stats pour un joueur de son âge de l'histoire de la NCAA en termes des défenseurs. Fait que c'est ridicule ce qu'il fait en ce moment.
Ouais, mais c'est ça, c'est même frustrant tellement de voir Lane Hudson l'année passée qui battait des records, puis même encore cette année, puis là, de voir Boyum qui arrive tout d'un coup de même. Mais bon, Boyum va pas se retrouver au 62e choix au total, là. Fait C'est que clair. C'est pour clair. ça, c'est là qu'on peut se consoler un peu. Mais là tu as dit que tu voulais conclure, mais moi, tu as parlé justement de Alphonse Frey, puis hier, je parlais avec des collègues, puis ils me posaient des questions sur les Suédois, les Finlandais, puis là, j'ai comme réalisé en répondant que les Finlandais, ils en ont plusieurs présents dans la plupart des top 32, puis que c'est sûr Ouais. qu'on va peut-être en voir 2 ou même 3 sortir dans la première ronde. Ouais. Mais Ouais. les Suédois, ça se pourrait que la première ronde soit absente Suédois. Ouais. Puis justement, toi, tu as Frey le plus haut dans ta liste, puis il est 28e. Mhm. Puis je me demande, tu sais, même, bon, il y a Badinka qui joue en Suède, mais lui, Il est il n'est checké. pas Suédois, Il il est est tchèque. check, c'est ça. Ouais. Fait que ça compte pas. Mais je me demande un peu, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec un peu justement les Suédois? Parce que qu'est-ce qui va se passer dans 1 ou 2 ans au World Junior quand ils n'auront pas de Ah! Top Gun? Tu sais, je suis un peu intrigué. Tu sais, as-tu regardé 2025 s'il y avait des Ah ouais, Suédois? ouais, C'est c'est quoi qui ça se passe j'allais en dire, Suède? là. C'est ça j'allais dire, t'inquiète pas pour ça. 2025 s'en vient, puis OK, Ouais. il y en a beaucoup des Suédois. C'est juste, c'est pas la bonne année, là, cette année. c'est Comme, il y juste avait, pas leur année. ouais, c'est ça, il y avait Alex Zetterberg au début de l'année qui m'intéressait, mais j'ai vite réalisé que ce joueur-là va pas être capable de faire quoi que ce soit au niveau de la Ligue nationale, parce que c'est un petit joueur qui joue petit. Genre, il y a une différence. C'est comme Cole Caulfield, c'est un petit joueur qui joue petit, mais comme il a compensé très très bien pour son manque de taille. C'est un joueur qui joue très bien dans l'espace, qui trouve des petits pockets d'espace sur la patinoire pour aller tu sais, exploiter son tir. Zetterberg, c'est un playmaker qui essaie de jouer genre dans la foule, qui essaie de jouer à travers des joueurs. Fait que ça me turn off rapidement. Mais tu sais, comme pour moi, c'est Frey, Leo Salin Valenius. C'est vraiment, honnêtement, ça pour le top 40. Comme c'est vraiment tout ce que j'ai dans mon top 40 en termes de Suédois. Puis Mais, Zetter, tu l'as dans tes honorable mentions, ben, dans tes mentions honorables, mais exact. pourtant, la plupart du monde, là, dans la première ronde, tu sais, avec Rogla, il fait pas si pire. Ouais, il y a aussi Linus Eriksson que j'ai regardé un peu aussi, que j'aime bien, mais comme je vois un peu moins la traduction de leur jeu à la Ligue nationale. Tu sais, c'est Ouais. des joueurs que. OK. C'est des joueurs assez linéaires, c'est des joueurs assez comme safe, je te dirais. Puis, un peu comme David Edstrom, ça se peut qu'il se fasse repêcher en première ronde, puis parce qu'une équipe contendante veut un joueur safe qui peuvent s'assurer qu'il va faire la Ligue nationale avec leurs 3 choix qu'ils ont dans le draft, là, mais comme je sais pas, man. Je te dirais qu'en termes d'upside, en termes de certitude, en termes de overall, la qualité de joueur, il y a des meilleurs joueurs que Zetter dans ce repêchage, puis on a une bonne quantité. Là. Fait que, ouais, je suis pas complètement vendu là-dedans, mais je te dirais comme les 2 principaux joueurs qui sortent de des ligues suédoises qui sont intéressants, les 2 sont pas suédois. T'as Michael Bransek-Newgard, puis t'as Dominic C'est ça. Badinka, que je commence à aimer vraiment, vraiment beaucoup. Comme l'avoir regardé hier puis avant-hier, là, comme je serais pas surpris qu'il finisse top 20, un peu à la David Reinbacher. Il me rappelle beaucoup, beaucoup Reinbacher, en fait, Badinka. C'est un joueur que, Ouais. comme, tu sais, très bon patin, énorme, comme, c'est mobile, physique, agressif défensivement, mais aussi des compétences sur la puck quand même. Fait comme, je serais pas surpris qu'il soit un joueur top 20 d'ici la fin de l'année. Je te dirais que c'est le riser potentiel de ce draft, mais pour le moment, je l'ai à 40 parce que je l'ai pas vu assez pour être 100% vendu là-dessus, là, mais on verra. Puis, je veux juste finir, parce que tantôt, j'en ai parlé 2 secondes, là, mais moi, le gars qui est. Tu sais, on parlait de ton type de joueur préféré, puis moi, il y a un gars qui est vraiment, genre, si on regarde juste ses tools, là, ses outils, c'est Ouais, comme, selon moi, mon joueur préféré, là, puis c'est Elenius, parce que je ouais, trouve que, justement, il travaille, il va chercher la rondelle, puis le seul problème, que moi je vois, c'est peut-être le plafond offensif. Puis je veux te la poser la question pour finir, justement. C'est quoi ton opinion sur le plafond offensif d'Elenius? Parce que moi, de ce que je vois, des fois, je me demande, est-ce qu'il va vraiment pouvoir être worthy d'un choix top 10? Est-ce que ça va vraiment être un gars top 6? Tu sais, c'est quoi qui peut amener de temps différents, mettons? Puis je les compare pas, mais mettons, je check Heinemann, puis ouais. je me dis que des fois, ils ont les mêmes tendances en termes d'aller chercher la rondelle, de forecheck, d'être gossant, de frapper. Mais est-ce qu'ils ont vraiment un potentiel d'être top 6? C'est Heinemann, est-ce qu'il peut vraiment être un top 6 sur un contender? Qu'est-ce que tu penses Ouais. d'Elenius? Je te dirais, avec Alenius, j'ai de la misère à le voir devenir plus qu'un joueur de deuxième ligne, mais j'ai aussi juste autant de misère à le voir devenir quoi que ce soit de moins que ça. Comme OK. c'est un joueur que je vois tellement clairement sur une deuxième ligne étant un centre. Tu sais, c'est un vrai connecteur. Là. C'est le gars qui va constamment connecter la défense à l'offensive. C'est un joueur qui va penser le jeu d'un niveau avancé, qui va constamment s'impliquer défensivement, faire des jeux.
il y a juste beaucoup, beaucoup de qualité à son jeu avec la POC, puis sans la POC aussi. Comme c'est un joueur très, très mature, très, très complet déjà à son âge. Fait comme, je te dirais, comme c'est bizarre, c'est comme son plancher puis son plafond sont au même niveau, puis c'est la deuxième ligne. Comme c'est tellement, t'as un path tellement clair pour la deuxième ligne avec Alenius que comme je serais très, très surpris qu'il atteigne pas ça. Ouais. Mais juste avant de te laisser partir, c'est juste que ça fait trop bien dans, je trouve, l'archétype de joueur qu'on parle en ce moment, puis on avait parlé Ouais. justement de la Ligue suédoise avant. Ouais. Moi, je serais curieux un peu de savoir qu'est-ce qui t'a fait sortir la garde de ton top 10. Ben, je sais pas s'il était avant ou non, mais de le mettre Ouais. tu sais, proche parce que moi, c'est vraiment un type de joueur que je trouve intéressant dans le sens où il fait vraiment avec le type de joueur que j'aime, qui est impliqué dans toutes les parties de la patinoire, mais Ben oui. tu sais, c'est indéniable qu'il n'y a pas, admettons, quelque chose qui fait qui est comme OK, ce gars-là va être élite. C'est juste qu'il est vraiment très clean puis bon partout. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui, toi, t'a fait le mettre 10, 11? Pourquoi tu le vois dans ce coin-là? Ouais, mais c'est en fait, c'est pas vraiment au détriment de Brandon Newgard, c'est vraiment juste la qualité des joueurs qui sont devant lui. Comme il a été juste dépassé par la qualité, puis le niveau de jeu que j'ai vu récemment des joueurs devant lui. Tu sais, avant, j'avais Brandon Newgard, je te dirais comme 8e au total. J'avais, je pense, Berkeley Catton, Artyom Levchunov, Cole Eiserman devant lui, tu sais, derrière lui, je veux dire. Mais au fur de l'avoir regardé, tu sais, au Mondial Junior, puis aussi les games que je jouais après, tu sais, comme je vois la qualité offensive, tu sais, je vois que c'est un excellent tireur. Puis comme il a mis ça à usage très très bien en Allsvenskan dans les 6-7 dernières games. Je pense qu'il était un point par match depuis qu'il est revenu du Mondial Junior. Mais c'est juste, Levchunov a monté son jeu d'un cran. Berkeley Catton a monté son jeu d'un cran. Elenius, même chose. Ziv Bouillum est sorti de nulle part pour moi. Je ne voyais pas faire ce qu'il a fait cette saison. Comme, genre, à ce point-ci. Je le voyais comme, tu sais, potentiellement flirter avec un point par match avec Denver, mais comme, il joue mieux que son frère. Il joue mieux que, comme, tu sais, plein de défenseurs repêchés que dans cette brigade défensive-là à Denver. Fait que, tu sais, comme, c'est juste qu'il a été dépassé par d'autres joueurs. Je te dirais pas que c'est comme, oh, je l'aime plus, ou comme, tu sais, il est quand même 11e au total, puis je l'ai devant Cole Eiserman. Fait comme, ouais. Ouais. Ouais, ça, je pense que c'est plus overall quand tu piques un joueur. Tu sais, si tu peux aller chercher quelqu'un que tu penses qu'il peut être sur tes top 2 lignes, tu sais, puis être une pièce clé, tu vas aller prendre ça à la place de comme, tu sais, Ben oui. Nygaard, je l'aime énormément comme joueur, mais tu sais, c'est pas le gars que je vais aller le chercher pour le mettre sur pour être mon premier winger, tu sais, sur ma team qui va aller compétitionner, même si ça reste un Absolument. joueur excellent. Ben oui, oui, c'est clair. Ben, regarde, merci beaucoup, Adi, pour ton temps aujourd'hui. Sur ce, bonne continuation avec tes podcasts et et tes multiples Projet, tout. tâches et projets avec Ah oui. Dover et tout. Toujours intéressant de te voir. Puis ben, sur ça, merci beaucoup d'avoir été là. Ben oui, Mais puis en espérant qu'on se reparle d'ici le draft, là. bien sûr, merci de m'avoir eu. Bye bye. Bonne soirée.